Officiellement connu sous le nom de Reich allemand, l'Allemagne nazie était l'État allemand entre 1933 et 1945, lorsqu'il était dirigé par Adolf Hitler et son parti nazi, qui gouvernait par le biais d'une dictature totalitaire. Le terme Troisième Reich signifie Troisième Royaume ou Troisième Empire et fait référence à la déclaration nazie selon laquelle l'Allemagne nazie était la successeur à la fois du Saint-Empire romain germanique et de l'Empire allemand. Ce dernier ayant eu lieu entre 1871 et 1918, se terminant par l'abdication du Kaiser Guillaume II. Dans l'Allemagne nazie, la vie était difficile. Bien qu'il y ait eu peu de chômage, les travailleurs étaient soumis à de bas salaires et à de mauvaises conditions. Les femmes devaient rester à la maison et avoir des enfants, tandis que les enfants eux-mêmes étaient endoctrinés par la propagande politique dès leur entrée à l'école. Et bien sûr, beaucoup de ceux qui ne correspondaient pas aux soi-disant normes de la société, que ce soit en raison de leur sexualité, de leur religion, de leur origine ethnique, de leur race, de leur handicap ou de leur refus de combattre pendant la guerre, étaient punis et persécutés. Rejoignez-nous pour ce documentaire alors que nous explorerons l'ascension et la chute du Troisième Reich allemand. Bienvenue dans Wars of the World. À la fin de 1919, Adolf Hitler a rejoint le DAP, ou Parti ouvrier allemand, un parti politique d'extrême droite fondé après la fin de la Première Guerre mondiale. Bien que le parti n'ait duré qu'un peu plus d'1 an, il a été une étape importante pour Adolf Hitler dans sa quête du pouvoir. Il est devenu une figure de proue au sein du parti et en est même devenu le chef après avoir menacé de partir. Personne ne voulait le voir partir car il était l'un des orateurs les plus populaires du parti et il attirait l'attention et le soutien en faveur du parti. L'année suivante, le groupe a abandonné son ancien nom et est devenu connu sous le nom de NSDAP ou Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Bien qu'aujourd'hui, on l'appelle simplement le parti nazi. Bien que Adolf Hitler n'ait pas approuvé l'inclusion du terme socialiste, car cela n'était pas en accord avec sa politique, ce terme a été choisi pour attirer les citoyens de gauche et de la classe ouvrière. Le parti affichait initialement des politiques et des idéologies qui s'inscrivaient dans une rhétorique anticapitaliste et anti-bourgeoise, mais il était généralement considéré comme un parti de droite. Et plus tard, ces éléments plus à gauche seraient retirés de la doctrine du parti et remplacés par des composantes favorables aux entreprises et à la protection de la richesse. Pendant plusieurs années, Hitler est resté le chef du parti nazi, mais en 1922, il a été propulsé sous les projecteurs nationaux lorsqu'il a été jugé pour avoir mené un coup d'État raté en Bavière. Et bien qu'il ait été condamné à 5 ans de prison pour cette infraction, il n'a purgé que 9 mois avant d'être libéré. C'est à cette époque qu'il a rédigé le désormais tristement célèbre Mein Kampf, connu en anglais sous le nom de My Struggle, son manifeste autobiographique, qui a servi de base à de nombreuses politiques du parti nazi. Adolf Hitler a saisi l'opportunité, à sa sortie de prison, de commencer à faire campagne, profitant de la notoriété qu'il venait d'acquérir. Lui et son parti nazi prônaient l'anticommunisme, l'antisémitisme, l'ultranationalisme et la destruction totale du traité de Versailles, signé à la fin de la Première Guerre mondiale. Bien qu'il ait été infatigable dans sa campagne à l'époque, peu d'attention était accordée à Adolf Hitler et à son parti nazi. Ce n'est qu'après le krach de Wall Street en 1929, aux États-Unis, que l'économie allemande et sa population ont été plongées dans la crise. Profitant des temps difficiles que traversaient les civils en Allemagne, Adolf Hitler commença à désavouer bruyamment le gouvernement en place et critiqua son manque d'aide et d'intérêt pour son peuple. C'est à cette époque que le Parti communiste d'Allemagne, ou KPD, commença à prendre de l'ampleur, appelant à une révolution. Et comme de nombreux citoyens craignaient le communisme, ils ont choisi de soutenir le parti nazi à la place. Bien que Adolf Hitler se soit présenté à la présidence en 1932, il a perdu face à Paul von Hindenburg. Cependant, il a conservé une base de soutien solide, étant arrivé en 2e position, et dans les mois qui ont suivi, le parti nazi est devenu le plus grand parti au Reichstag, la chambre basse du Parlement allemand.
L'année suivante, en janvier 1933, Adolf Hitler a été nommé nouveau chancelier de l'Allemagne et dans les mois qui ont suivi, il s'est employé à accumuler le plus de pouvoir possible. Moins d'un mois après avoir été nommé chancelier, le Reichstag a été incendié. Adolf Hitler a allégué que les communistes étaient responsables de l'incendie et a fait pression sur von Hindenburg pour qu'il adopte le décret de l'incendie du Reichstag qui a restreint de nombreuses libertés civiles dont le peuple allemand jouissait auparavant. En plus de limiter les libertés civiles telles que le droit de manifester, la liberté d'expression et de la presse, ainsi que le secret de la correspondance, aucune directive écrite n'a été publiée avec le décret, ce qui signifiait qu'il revenait au gouvernement d'interpréter et d'appliquer les règles comme il l'entendait. Cela a permis au gouvernement d'assumer des pouvoirs auparavant réservés aux États fédéraux et de mettre en place des sanctions sévères pour certains crimes, y compris la peine de mort pour avoir incendié des bâtiments publics. Le décret a naturellement semé le chaos au sein du KPD. Dans certaines régions d'Allemagne, la presse communiste a été interdite, tout comme les réunions et les manifestations communistes. Ils ont même arrêté des dirigeants du parti. Pendant ce temps, en Prusse, les arrestations de membres du KPD étaient courantes, avec des milliers de dirigeants emprisonnés seulement quelques jours après l'incendie. Au cours des 2 semaines qui ont suivi la publication du décret sur l'incendie du Reichstag, le nombre total d'arrestations en Prusse s'est élevé à 10 000. À la suite de l'introduction du décret, Hitler a commencé à écarter toute personne qu'il considérait comme une menace pour sa carrière politique et a exigé la mise en place de mesures plus sévères pour éliminer ses rivaux. C'est ainsi qu'est venue la Loi des pleins pouvoirs de 1933, une loi qui donnait au cabinet allemand, et plus précisément au chancelier, le pouvoir de faire et d'appliquer des lois sans qu'elles aient besoin d'être approuvées ou supervisées ni par le Reichstag, ni par le président von Hindenburg. Elle permettait effectivement à Hitler d'éviter les contre-pouvoirs qui étaient conçus pour empêcher un homme politique aussi en vue que lui d'abuser de son pouvoir. Le mois suivant, en avril 1933, Hitler fit construire le premier camp de concentration à Dachau. Il était initialement destiné à être utilisé pour ses opposants politiques, y compris les communistes et les sociodémocrates, bien que plus tard, des criminels, des envahisseurs étrangers et des juifs aient tous été envoyés dans le camp. Plus tard ce même mois, la loi sur la restauration de la fonction publique fut adoptée. Cet acte est considéré comme l'un des premiers exemples de la législation sévèrement raciste et antisémite pour laquelle le parti nazi était célèbre, et visait à exclure les personnes juives et non-aryennes des postes de la fonction publique. Beaucoup ont été forcés de prendre leur retraite, mais certains, principalement ceux ayant des liens avec le communisme, ont été purement et simplement licenciés. Les non-ariens n'étaient pas autorisés à occuper des postes d'enseignants, de juges, d'avocats, de médecins, de professeurs ou toute fonction au sein du gouvernement. En mai, les bureaux syndicaux ont été démolis, les dirigeants syndicaux arrêtés et les groupes syndicaux ont été forcés de se dissoudre. Dans les mois qui ont suivi, Hitler a tout fait pour dissuader et dissoudre ses opposants politiques, ce qu'il a souvent accompli par la force. En mai, il a ordonné la saisie des biens des sociodémocrates et le parti a été interdit le mois suivant. Plus tard en juin, il a fait perquisitionner les bureaux du Parti national du peuple allemand qui a été dissous le 29 juin. En juillet, l'Allemagne est devenue un État à parti unique, après l'adoption de la loi contre la formation de partis qui stipulait que seul le parti nazi était légal en Allemagne. La création de nouveaux partis a été rendue illégale et tous les partis restants ont été interdits. Les élections des 5 années suivantes ont été strictement contrôlées par les nazis, qui n'ont autorisé que les membres de leur propre parti et quelques indépendants triés sur le volet à être élus. Le Reichstag a abdiqué ses responsabilités démocratiques à cette époque. Adolf Hitler n'est pas monté au pouvoir seul, il bénéficiait aussi du soutien des membres impitoyables de son parti nazi. Il a également largement utilisé la Sturmabteilung, également connue sous le nom de SA ou chemise brune, ou encore les sections d'assaut. Ce groupe paramilitaire a été officiellement fondé en 1921 pour aider à protéger les nazis. Lorsqu'ils apparaissaient en public lors de rassemblements et d'assemblées pour perturber les réunions des adversaires politiques et combattre les unités paramilitaires des autres partis, y compris l'unité du KPD appelée le RFB. Au début, la SA agissait de manière informelle, le groupe ayant commencé comme une unité paramilitaire volontaire. Mais au début de 1920, lors d'une assemblée d'environ 2000 personnes, au cours de laquelle Hitler a présenté le programme en 25 points du parti nazi, il a eu des problèmes avec des perturbateurs et des manifestants.
En conséquence, la SA est intervenue, utilisant des matraques en caoutchouc pour expulser les contestataires des lieux. Ils ont été officiellement créés l'année suivante en tant que groupe officiel, et tout au long de la carrière politique de Hitler, ils ont été utilisés pour intimider, détruire et répandre la peur parmi tous ceux qu'il considérait comme une menace. En août 1934, le président von Hindenburg est décédé. Et Hitler a saisi l'occasion pour prendre le pouvoir, devenant ainsi le Führer de l'Allemagne. 2 mois plus tôt seulement, il avait écrit à un correspondant britannique, je cite, « Au risque de paraître dire des absurdités, je vous dis que le mouvement national-socialiste durera 1000 ans. N'oubliez pas comment les gens se sont moqués de moi il y a 15 ans lorsque j'ai déclaré qu'un jour je gouvernerais l'Allemagne. Ils rient aujourd'hui tout aussi bêtement lorsque je déclare que je resterai au pouvoir. » Fin de citation. Hitler considérait la structure du gouvernement allemand comme une pyramide. Il était au sommet, et ceux en dessous de lui étaient ses subordonnés. Au lieu de faire voter le peuple sur les postes du parti, les commandants et autres dirigeants étaient généralement nommés par d'autres hauts responsables nazis, ainsi que par Hitler lui-même. Hitler était souvent représenté par la propagande comme un chef héroïque et idéalisé qui résoudrait les problèmes du peuple grâce à ses vastes connaissances et à ses compétences infaillibles. Il était également un orateur extrêmement talentueux, l'historien Roger Gilles ayant observé, je cite, « Ses discours émouvants captivaient les esprits et les cœurs d'un grand nombre d'Allemands. Il hypnotisait pratiquement son auditoire. » Fin de citation. Bien qu'Adolf Hitler s'attendît à ce que les responsables qu'il avait nommés lui rendent compte et suivent les grandes lignes politiques qu'il avait établies, il s'attendait également à ce qu'ils prennent leurs propres initiatives face aux situations et prennent des décisions qui l'aideraient à atteindre ses objectifs pour l'Allemagne. Peut-être afin d'éviter des soulèvements, il opposait souvent ses dirigeants les uns aux autres et favorisait un climat de travail basé sur la méfiance et les luttes internes en donnant des ordres contradictoires à ses subordonnés et en faisant en sorte que leur travail se chevauche, ce qui menait souvent à des conflits entre eux. En 1934, Hitler introduisit la loi concernant le chef de l'État du Reich allemand, un texte qui fusionnait son poste précédent de chancelier avec celui de président du Reich, ce qui signifiait qu'il détenait les pouvoirs des 2 fonctions. Cela signifiait également que la seule personne pouvant révoquer Hitler de son poste était Hitler lui-même. Peu de temps après la prise de pouvoir de Hitler, les fonctionnaires ainsi que les membres de l'armée furent forcés de prêter un serment de loyauté et d'obéissance inconditionnelle, non pas envers leur pays, mais envers le Führer. Il s'est placé de telle manière que sa parole était considérée comme plus importante que la loi. Par exemple, tout acte qu'il avait approuvé, y compris le meurtre, était légal, même si le meurtre était toujours considéré comme un crime dans d'autres circonstances. De nombreuses lois sont restées en vigueur après sa prise de pouvoir, bien que les tribunaux aient commencé à prononcer plus de peines de mort qu'auparavant. Ceux qui étaient condamnés pour plusieurs infractions, même mineures, pouvaient se retrouver en prison pour le reste de leur vie, et des milliers de petits délinquants, comme des voleurs et des travailleuses du sexe, étaient emprisonnés sans procès. Adolf Hitler a créé le Tribunal du peuple en 1934, après avoir été mécontent du résultat du procès de Leipzig. En juillet 1933, 5 personnes ont été accusées d'avoir commis l'incendie du Reichstag en février. Et le procès de Leipzig, qui s'est déroulé entre septembre et décembre de la même année, a eu lieu à la Cour suprême du Reich. Le 23 décembre, il a été déclaré que, bien que les juges croyaient à une conspiration communiste pour incendier le Reichstag, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour relier 4 des 5 accusés à l'attentat incendiaire. En conséquence, seul le ressortissant néerlandais Marinus van der Lubbe a été reconnu coupable du crime et condamné à mort. Il a été exécuté le 10 janvier 1934. Le tribunal du peuple s'est vu confier toute une série de crimes à traiter, y compris, mais sans s'y limiter, le défaitisme, la trahison et le marché noir. Mais souvent, il s'occupait même de questions plus insignifiantes, comme se moquer du Führer ou simplement être communiste. Des crimes comme le premier étaient qualifiés de « atteinte à la capacité de défense » et ainsi, les accusés étaient lourdement sanctionnés et condamnés à mort.
Le tribunal était connu pour conclure des procès rapidement, souvent sans que des preuves ou des arguments ne soient présentés par l'une ou l'autre des parties, tandis que le président du tribunal, Roland Freisler, faisait office de procureur. Il ne recevait jamais d'opposition de la défense et se rangeait rarement, voire jamais, de leur côté. Il ignorait les procédures appropriées ainsi que les normes de droit et de justice, et beaucoup qualifient aujourd'hui ce tribunal de parodie de justice. Tous les avocats sous le régime nazi étaient obligés de rejoindre l'association des avocats nazis, ce qui signifiait qu'ils pouvaient être contrôlés. Et ces changements dans le système judiciaire ont fait baisser les taux de criminalité, tandis que le nombre de crimes passibles de la peine de mort est passé de seulement 3 à 46. Même ceux qui étaient libérés de prison n'étaient souvent pas libres de rentrer chez eux. Ils étaient plutôt envoyés dans des camps de concentration. Pour renforcer les décisions prises par le tribunal et aider à enquêter sur les crimes supposés, il y avait la Gestapo, la police secrète allemande qui a été créée par Hermann Göring, l'une des figures les plus en vue et les plus puissantes du parti nazi en 1933. La Gestapo était l'une des unités les plus brutales et violentes d'Hitler, connue pour avoir commis d'innombrables horreurs et atrocités tout au long de son existence. La Gestapo ciblait souvent les opposants politiques, les dissidents, les criminels, ainsi que ceux qui ne correspondaient pas aux normes sociales, comme les homosexuels et les personnes handicapées, ainsi que les personnes roms et juives. Ceux qui étaient arrêtés par la Gestapo étaient souvent soumis à des mauvais traitements et envoyés dans des camps de concentration sans aucune forme de procès. Et l'unité était connue pour surveiller la population allemande à la recherche de telles personnes. Bien que la peur qu'ils inspiraient au sein de la population allemande poussait souvent les citoyens à se dénoncer les uns les autres. Les groupes d'opposition étudiants et de jeunes, comme la Rose Blanche, les Pirates d'Edelweiss et la Jeunesse Swing, étaient tous placés sous la surveillance de la Gestapo. Et finalement, beaucoup de leurs membres et dirigeants furent arrêtés et condamnés à mort ou envoyés vivre dans des camps de concentration. Au milieu et à la fin des années 30, la Gestapo a infiltré de nombreux groupes de résistance et a placé leurs membres dans des camps de concentration sous forme de détention préventive, car il n'existait aucun recours légal contre ce type de mesures. En plus d'instiller la peur parmi la population, le parti nazi s'est efforcé de répandre sa haine et son intolérance par la propagande et les lois. Comme nous le savons bien, le racisme et l'antisémitisme étaient des piliers fondamentaux du dogme du parti. Les nazis croyant que la race supérieure était la race aryenne, c'est-à-dire les Allemands blancs, dont les origines pouvaient être retracées jusqu'à l'Europe du XVIIIe ou du XIXe siècle. Ceux qui ne correspondaient pas à cette norme, y compris les personnes juives, noires et roms, n'étaient pas considérés comme faisant partie de la soi-disant race aryenne, car ils étaient considérés par les nazis comme non-européens. Les nazis croyaient que des races inférieures avaient infiltré la société et étaient responsables de l'exploitation et de la répression de la race aryenne. En septembre 1935, les lois de Nuremberg ont été promulguées, interdisant les relations physiques et amoureuses, y compris le mariage, entre les Aryens et les Juifs. Bien que ces lois aient ensuite été élargies pour inclure toute personne considérée comme non-aryenne, y compris les personnes noires et roms, les lois stipulaient également que les femmes de moins de 45 ans ne pouvaient pas être employées par des foyers juifs, tandis qu'une autre loi, la loi sur la citoyenneté du Reich, précisait que seuls ceux de sang allemand ou apparenté pouvaient être citoyens. Pour prouver leur citoyenneté, les Allemands étaient obligés de suivre une longue procédure retraçant leur ascendance jusqu'au XIXe siècle, beaucoup engageant des généalogistes pour consulter les registres officiels et obtenir les documents nécessaires. Une fois terminée, la documentation pertinente était soumise au bureau du Reich pour la recherche sur la parenté afin d'être examinée. De plus, la citoyenneté pouvait être révoquée ou refusée à toute personne qui ne soutenait pas suffisamment le régime nazi. Bien que ceux considérés comme non-aryens aient été persécutés, ce sont souvent les familles juives, les individus et les entreprises juives qui ont le plus souffert. Sous la dictature de Hitler, et ses attaques contre la communauté juive furent pratiquement instantanées. Suite au décret de l'incendie du Reichstag et à la loi d'habilitation de 1933, en mars de cette année-là, les SA ont attaqué divers commerces et synagogues juifs et un mois plus tard, le 1er avril, Hitler a décrété un boycott national des entreprises juives. Ces entreprises n'étaient pas autorisées à faire de la publicité et n'avaient pas accès aux contrats gouvernementaux, tandis que les villes allemandes commençaient à afficher des panneaux indiquant que les juifs n'étaient pas autorisés à entrer. Comme mentionné précédemment,
La loi sur le rétablissement de la fonction publique a été adoptée plus tard ce même mois et une législation similaire est entrée en vigueur peu de temps après, ce qui a forcé les Juifs à quitter encore plus de postes professionnels. Ceux ayant même un seul parent ou grand-parent juif étaient considérés comme non-aryens et étaient poussés à quitter le pays volontairement. En 1938, la situation s'est fortement aggravée lorsque le 7 novembre, Herschel Greenspan, un adolescent juif, a tiré et tué un membre du parti nazi et diplomate du ministère des Affaires étrangères nommé Ernst von Rath. Herschel et sa famille avaient, comme beaucoup de familles juives, affronté de grandes difficultés au cours des années précédentes depuis que Hitler avait pris le pouvoir. Son père avait perdu son entreprise, ses frères et sœurs avaient perdu leur emploi, et au moment du meurtre, en 1938, il venait d'apprendre que ses parents avaient été expulsés de force de leur domicile et envoyés à Sponching, un camp de concentration à la frontière avec la Pologne. Après le meurtre, les nazis ont provoqué une émeute au cours de laquelle la SA a endommagé et détruit des synagogues, des écoles, des maisons et d'autres biens juifs dans tout le pays. Alors qu'au moins 91 juifs allemands ont été assassinés, on estime que plus de 600 juifs se sont suicidés par la suite. Cet épisode cauchemardesque a ensuite été appelé la nuit de Cristal ou Kristallnacht, tirant son nom du fait que le lendemain, des éclats de verre jonchaient les routes et les trottoirs en raison des importants dégâts causés aux bâtiments. Les SA ont été aidés par des civils, ainsi que par des membres de les jeunesses hitlériennes. Et au final, environ 7 synagogues ont été détruites, plus de 7000 commerces ont été ruinés, et environ 30 000 hommes juifs ont été arrêtés et envoyés dans des camps de concentration. À propos de cette atrocité, le journal britannique The Times a écrit le 11 novembre, je cite, « Aucun propagandiste étranger désireux de noircir l'image de l'Allemagne devant le monde ne pourrait surpasser le récit des incendies et des passages à tabac, des attaques ignobles contre des personnes sans défense et innocentes qui ont déshonoré ce pays hier. » Fin de citation. Dans les mois qui ont suivi, les Juifs sont devenus des prisonniers, même s'ils n'étaient pas déjà dans des camps de concentration. Il leur était interdit de conduire des voitures, de travailler, de posséder des entreprises, d'aller au cinéma ou à la bibliothèque, de posséder des armes et de fréquenter l'école. La communauté juive dans son ensemble a été condamnée à une amende d'1 milliard de marks pour payer les dégâts et a été sommée de remettre toute indemnité d'assurance reçue pour les dommages causés à leurs biens. En 1939, environ 1000 des 1000 juifs vivant en Allemagne avaient quitté le pays. Encore un autre programme terrifiant introduit par le régime nazi fut l'Action T4, qui visait à euthanasier des personnes handicapées. Des médecins spécialement sélectionnés étaient chargés de choisir, après un examen médical très poussé, les patients considérés comme incurables, puis de leur donner la mort sous prétexte de leur accorder une mort miséricordieuse. Entre septembre 1939 et septembre 1945, entre 100 000 et 300 000 personnes ont été tuées dans des hôpitaux psychiatriques en Allemagne, en Autriche et dans la Pologne occupée. Et ce qu'on appelait alors le protectorat de Bohême-Moravie, l'actuelle Tchéquie. Environ la moitié des personnes tuées avaient été prises dans des asiles gérés par l'Église, généralement avec l'approbation des autorités de l'institution. Avant le début de l'action T4, environ 400 000 personnes ont été stérilisées de force conformément à la loi pour la prévention d'une descendance atteinte de maladies héréditaires, qui a été promulguée le 14 juillet 1933. La moitié de ces 400 000 personnes étaient considérées comme déficientes mentales, mais d'autres étaient perçues comme impures ou présentant un comportement déviant d'une certaine manière. Les travailleuses du sexe, les sans-abri, les criminels et même ceux vivant dans la pauvreté étaient tous considérés comme indésirables par le régime nazi, et ils étaient donc empêchés d'avoir des enfants. De nombreux citoyens allemands avaient soutenu les nazis au tout début en raison de leur promesse de créer un avenir plus radieux et plus prospère pour tout un pays, dont l'économie avait été dévastée par le krach de Wall Street de 1929. Hitler lui-même cherchait à minimiser le chômage et tenait à faire de l'Allemagne un pays autosuffisant. Et en 1939, il avait réussi l'un de ses objectifs. Il y avait très peu de chômage dans le pays à cette époque.
Il a contribué à améliorer les taux d'emploi en construisant des hôpitaux, des écoles et d'autres bâtiments publics comme le Stade olympique de 1936, tandis que la construction des autoroutes employait plus de 80 000 hommes. De même, il a commencé à reconstruire l'armée allemande, bien que cela violait le traité de Versailles. Cette reconstruction a créé des millions d'emplois. En 1934, il a dit à ses chefs militaires que le réarmement devrait être achevé d'ici 1942. C'était parce que, dans le cadre de sa politique étrangère, Hitler souhaitait obtenir le Lebensraum, le terme utilisé pour décrire son désir que le peuple allemand acquiert plus d'espace vital en prenant de force des territoires à l'Est. Le concept de Lebensraum était fondé sur les croyances et idéologies racistes de Hitler, y compris la prétendue supériorité de la race aryenne. En 1935, il annonça la création de la Luftwaffe et ajouta que plus d'1 demi-million d'hommes étaient ajoutés aux forces armées allemandes. L'accord naval anglo-allemand plus tard cette année-là permit à l'Allemagne de commencer à construire sa propre flotte navale. De plus, comme Adolf Hitler croyait fermement que les femmes devaient être des ménagères et des mères, il s'assura que les hommes aient un emploi stable pouvant subvenir aux besoins de familles qui s'agrandissaient. Il a introduit le service national du travail pour les hommes âgés de 18 à 25 ans, ce qui les a amenés à aider à construire les bâtiments publics et les routes mentionnées précédemment, et il a également fait enrôler de jeunes hommes dans l'armée. Bien que les taux de chômage aient été incroyablement bas sous le règne de Hitler, il convient de noter que ces statistiques n'incluent pas divers groupes, comme les juifs qui ont été privés d'emploi et envoyés dans des camps de concentration, les femmes qui ont été forcées d'abandonner leur emploi pour rester à la maison, et les hommes qui faisaient partie de l'armée. Alors que ceux qui travaillaient dans les industries d'armement s'en sortaient bien sous le régime nazi, les dirigeants voyant leur salaire augmenter de 50%, ceux qui étaient en dehors de ces industries avaient du mal à s'en sortir. Les salaires ont baissé, les heures de travail ont augmenté, le nombre d'accidents graves sur les lieux de travail a augmenté, et les employés risquaient d'être mis sur liste noire s'ils tentaient soit de se syndiquer, soit simplement de demander de meilleurs salaires ou de meilleures conditions de travail. Les femmes sous le régime nazi étaient considérées comme guère plus que des machines à faire des bébés, car Hitler voulait augmenter la population aryenne. À un moment donné, il a même permis aux femmes de se porter volontaires pour avoir un enfant avec un membre de la SS. Pour encourager les femmes à se marier et augmenter les chances que les couples aient des enfants, il a introduit la loi d'encouragement au mariage, qui permettait aux jeunes mariés de recevoir un prêt de 1000 marks et de garder 50 marks pour chaque enfant qu'ils avaient. Les mères ayant beaucoup d'enfants recevaient la croix de la mère, tandis que les femmes dans leur ensemble étaient fortement découragées de travailler. Et finalement, la loi pour la réduction du chômage a été introduite, incitant financièrement les femmes à rester à la maison. Les femmes n'ont pas été enrôlées dans l'armée avant 1943, soit 2 ans avant la fin de la guerre. Notamment, même les jeunes filles n'ont pas pu échapper à l'endoctrinement des rôles de genre traditionnels. Alors que les garçons avaient le programme des jeunesses hitlériennes, qui leur apprenait à rester en forme et à manier un fusil, les jeunes filles avaient la Ligue des jeunes filles allemandes, qui leur apprenait à cuisiner et à coudre. Cependant, aussi bien les filles que les garçons recevaient à l'école un programme modifié, axé sur l'endoctrinement aux croyances nazies. Leur cours d'histoire incluait comment le parti est monté en puissance, tandis que la biologie consistait à apprendre l'eugénisme et la pseudoscience. Les enfants recevaient même un nouvel enseignement, l'étude de la race et l'idéologie, qui mettait l'accent sur les idéaux aryens avec une dose d'antisémitisme. Hitler et les nazis cherchaient à contrôler tous les aspects de la vie des citoyens allemands, et la propagande et la censure de la presse en étaient un élément majeur. Joseph Goebbels dirigeait le département gouvernemental responsable de ces activités, le ministère de l'Éducation du peuple et de la propagande. En plus d'intégrer les nazis et Hitler à la vie quotidienne, en faisant afficher les drapeaux nazis dans tout le pays, ainsi que des photos du Führer, Goebbels s'est assuré que tous les médias étaient contrôlés par le parti, limitant les articles qu'il pouvait publier. Le plus souvent, uniquement celles qui montraient Hitler et les nazis sous un jour favorable. De même, la société de radiodiffusion du Reich était la seule station de radio accessible à l'époque, dirigée, bien sûr, par Goebbels. De plus, les nazis organisaient régulièrement des rassemblements publics pour que le public affiche son soutien, tandis que les Jeux olympiques de 1936 étaient utilisés pour afficher la prétendue supériorité de la race aryenne.
Des haut-parleurs installés dans les rues étaient utilisés pour diffuser des messages favorables au régime, et le contrôle nazi était si strict qu'il s'étendait même à l'art et à la culture. L'art moderne était considéré comme dégénéré par Hitler, et ainsi plus d'une centaine d'œuvres furent retirées de l'exposition publique, tandis que les films projetés en Allemagne n'étaient diffusés que s'ils servaient d'outils de propagande. Finalement, les nazis ont pris le contrôle de la production et de la distribution cinématographique, le parti fondant une école professionnelle pour les cinéastes politiquement fiables. La musique classique des compositeurs juifs était interdite, mais les œuvres des compositeurs allemands étaient fortement mises en avant. La musique jazz était également considérée comme totalement interdite par les nazis, et le régime était très strict quant aux livres que le public était autorisé à se procurer et à consulter. En 1933, ils ont brûlé des milliers de livres considérés comme représentant des idéologies qui n'étaient pas en accord avec celles des nazis, y compris ceux écrits par des pacifistes, des anarchistes, des socialistes, des sexologues, des communistes et des personnes juives. Ces autodafés ont permis une attaque contre l'Institut de sexologie, une fondation à but non lucratif basée à Berlin, qui était le premier centre de recherche en sexologie au monde et était dirigé par Magnus Hirschfeld. Ces autodafés comprenaient les travaux de Magnus Hirschfeld et les archives de l'Institut. En mai 1933, Hitler déclara qu'il accepterait une offre du président américain Franklin D. Roosevelt concernant le désarmement militaire, mais seulement à condition que le reste de l'Europe fasse de même. Lorsqu'ils échouèrent à accomplir cette tâche pratiquement impossible, Hitler retira l'Allemagne de la Conférence mondiale sur le désarmement et de la Société des Nations. Il déclara que les propositions de désarmement étaient injustes, car elles ne s'appliquaient qu'à l'Allemagne. Il parlait souvent de son désir de paix mondiale et signa même un pacte de non-agression avec la Pologne en janvier 1934, s'en servant pour appuyer ses affirmations selon lesquelles il n'avait aucun intérêt pour la guerre. De plus, lorsqu'un soulèvement nazi éclata en Autriche plus tard cette année-là, mais échoua finalement, il désavoua le plan et envoya ses hommes à Vienne pour rétablir les relations. À la fin des années 30, Hitler était très occupé par ses diverses relations avec d'autres pays. Dans les mois qui ont suivi la signature de l'accord naval anglo-allemand en juin 1935, la seconde guerre italo-éthiopienne a éclaté, au cours de laquelle l'Allemagne nazie a fourni des armes et du matériel à l'Éthiopie. L'Allemagne a soutenu l'Éthiopie contre l'Italie en raison des refus répétés de l'Italie face au désir de l'Allemagne d'annexer l'Autriche. La guerre a été éprouvante pour l'Italie et a finalement conduit le pays à dépendre économiquement de l'Allemagne. De plus, l'Italie a commencé à intervenir moins dans les plans de Hitler pour l'Autriche. Le déclenchement de la guerre civile espagnole en 1936 a également permis à Hitler d'établir de meilleures relations avec Benito Mussolini, le dictateur italien. Et en octobre de cette année-là, les deux pays ont formé une coalition appelée l'Axe Rome-Berlin. Il a également profité de la guerre civile espagnole pour renforcer sa campagne anticommuniste. Et, en 1937, l'Allemagne, l'Italie et le Japon ont tous signé le pacte anti-Comintern, un accord anticommuniste que les Japonais considéraient comme une alliance contre l'Union soviétique. Mais, en 1940, les trois pays ont signé le pacte de Berlin, qui désignait les États-Unis comme la principale menace, plutôt que les Soviétiques. Au fil des années, l'Allemagne nazie avait cherché à annexer l'Autriche et à la soumettre à sa domination. Mais ce n'est qu'en 1938 que les nazis ont réussi un tel exploit. Au début de cette année-là, le chancelier autrichien Kurt von Schuschnigg a rencontré Hitler dans le but de réaffirmer l'indépendance du pays. Mais la réunion ne s'est pas déroulée comme prévu, et le 9 mars, il a appelé à un vote pour déterminer si le peuple autrichien souhaitait ou non que le pays soit annexé. Cependant, avant que le vote ne puisse avoir lieu, von Schuschnigg a cédé sous la pression exercée contre lui par le parti nazi et a finalement démissionné. Selon les rapports, alors qu'il était sous la contrainte des nazis et dans le cadre de son discours de démission, il a demandé aux forces autrichiennes de ne pas s'opposer à l'avancée allemande dans le pays. Le lendemain, le 12 mars, Hitler et ses hommes sont entrés dans le pays où ils ont été accueillis avec admiration et enthousiasme. L'annexion de l'Autriche a été achevée le 13 mars, après la nomination d'un nouveau gouvernement nazi. Von Schuschnigg, pour sa part, a été emprisonné après sa démission.
L'année suivante, l'Allemagne a envahi la Tchécoslovaquie et le 1er septembre 1939, Hitler a envahi la Pologne. Bien qu'on lui ait dit que si l'Allemagne ne partait pas, la Grande-Bretagne et la France déclareraient la guerre. Les hommes de Hitler sont finalement restés et l'invasion a continué. 2 jours plus tard, la Grande-Bretagne déclara la guerre. Le 30 avril 1945, des membres de l'armée américaine sont entrés à Dachau, le camp de concentration le plus ancien, choqués de trouver des milliers de prisonniers émaciés qui avaient été abandonnés sur place. Au moment où le camp a été libéré, l'Italie était tombée et la situation semblait sombre pour Hitler et les nazis. La défaite était inévitable. Le lendemain, Hitler s'est donné la mort dans le bunker souterrain où il s'était retranché à Berlin. Dans les 2 années précédant la mort de Hitler et la fin de la guerre, il était clair que l'Allemagne nazie s'effondrerait sous les coups des puissances alliées. Ses propres hommes avaient tenté de le destituer afin de pouvoir négocier un meilleur accord pour eux-mêmes. Mais les tentatives d'assassinat ratées n'ont fait que pousser le Führer à redoubler d'efforts, le conduisant à faire exécuter plus de 4000 de ses propres hommes. Même après la chute de Hitler et de l'Allemagne nazie, les combats ont continué au Japon. Ce n'est que le 2 septembre que le général américain Douglas MacArthur a accepté la reddition officielle du pays. La Seconde Guerre mondiale s'est terminée après 6 années éprouvantes et a coûté la vie à entre 60 et 80 millions de personnes, soit environ 3% de la population mondiale totale, un nombre sans précédent. La grande majorité de ces morts étaient des civils, dont beaucoup sont décédés dans des camps de concentration, y compris les 6 millions de Juifs assassinés pendant l'Holocauste. 27 millions de morts avaient également été causés rien qu'en Union soviétique. De nombreux citoyens allemands étaient profondément marqués, émotionnellement et psychologiquement, à la suite de la guerre. Hitler leur avait promis la richesse et le pouvoir, mais une grande partie du pays n'était plus que ruine et une famine généralisée s'ensuivit peu après. En plus de la destruction d'une grande partie du pays, l'Allemagne a également perdu environ un quart de son territoire d'avant-guerre, y compris les régions de Poméranie et de Prusse orientale, cette dernière ayant été partagée entre l'Union soviétique et la Pologne, et 9 millions de personnes furent déplacées à la suite de l'expulsion systématique des Allemands de ces régions. Les puissances alliées ont commencé à organiser des procès pour crimes de guerre dans les mois qui ont suivi la fin de la guerre. Les premiers furent des procès de Nuremberg, qui se sont tenus entre novembre 1945 et octobre 1946. Ces procès visaient à tenir les nazis de premier plan responsables des atrocités qu'ils avaient commises pendant le conflit, avec le tribunal militaire international supervisant et jugeant 22 des chefs de parti survivants, ainsi que 6 organisations allemandes. Les accusés comprenaient des figures nazies notables telles que Hermann Göring, chef de la Gestapo et bras droit d'Adolf Hitler pendant un certain temps. Rudolf Hess, qui avait autrefois été l'adjoint d'Adolf Hitler jusqu'en 1941 lorsqu'il s'est envolé vers le Royaume-Uni et a tenté de négocier la paix avec le gouvernement britannique. Et Hans Richter, le chef de la division des actualités du ministère de l'Éducation du peuple et de la propagande. Tous, sauf 3 des hommes inculpés, ont été reconnus coupables et 12 ont été condamnés à mort. D'autres procès de Nuremberg ont eu lieu entre 1946 et 1949, qui comprenaient 9 affaires parmi les 7 enquêtées par les Alliés. Les procès qui en ont résulté ont abouti à la condamnation de plus de 100 nazis, dont 297 ont été condamnés à mort. Environ 65% de ces peines de mort ont été exécutées. La Pologne a également été active dans la poursuite des responsables allemands pour crimes de guerre. Et finalement, ils ont poursuivi 3 des 9 membres du personnel travaillant à Auschwitz. Bien que de grands efforts aient été faits pour faire rendre des comptes aux responsables nazis, de nombreuses personnalités éminentes ont échappé à la justice. Adolf Eichmann était considéré à un moment donné comme le nazi le plus recherché au monde, en raison de ses énormes contributions à la solution finale de Hitler, la dernière étape de l'ensemble de l'Holocauste. Eichmann a grandement contribué à l'identification des Juifs et à leur transport vers Auschwitz, ainsi que vers d'autres camps de concentration. En 1960, Eichmann a été capturé par des agents du Mossad israélien et reconnu coupable après un procès de 4 mois.
Il a été condamné à mort et pendu en mai 62. Joseph Mengele, sinistrement surnommé l'Ange de la Mort, était une autre figure nazie importante qui a finalement fui l'Allemagne. Il était connu pour mener des expériences cauchemardesques sur ses patients à Auschwitz, utilisant souvent des femmes, des jumeaux, des enfants et des personnes handicapées comme cobayes humains. Il s'est caché en Allemagne pendant 3 ans avant de finalement se rendre en Argentine où il s'est remarié et a possédé un magasin d'équipements mécaniques. Il est passé dans la clandestinité après la capture d'Eichmann et une demande d'extradition de l'Allemagne de l'Ouest a été envoyée aux autorités argentines qui ont déclaré qu'un examen était nécessaire, bloquant ainsi effectivement l'extradition. Bien que les chasseurs de nazis aient continué à le poursuivre, il est mort en 1979 au Brésil, mais sa mort n'a été vérifiée que 6 ans plus tard, en 1985. Environ 10% de la population allemande a, à un moment ou à un autre, été membre du parti nazi ou d'un groupe proche des nazis, comme le Front allemand du travail, qui comptait 25 millions de membres, ou l'Organisation nationale socialiste d'aide populaire, qui comptait 17 millions de membres. Après l'effondrement du Troisième Reich, les puissances alliées ont mis en place l'initiative de dénazification dans le but de débarrasser les sociétés allemandes et autrichiennes de l'idéologie nazie. En plus d'arrêter et d'inculper les dirigeants et responsables du parti nazi, les membres de la SS ont également été tenus pour responsables et écartés des postes de pouvoir. Bien que le projet initial devait être soutenu par les forces alliées, celles-ci ont finalement remis le pouvoir à l'Allemagne à la fin des années 40. Et, en 1951, l'initiative avait été abolie. L'enthousiasme était grand au début du programme, tout comme le désir d'être minutieux. Mais le nazisme avait tellement imprégné la société allemande qu'il était impossible d'enquêter sur des millions de personnes, de déterminer à quelles activités elles avaient participé et de les tenir légalement responsables. Bien que l'engagement envers le programme se soit rapidement essoufflé, les Alliés ont tout de même réussi à atteindre un certain niveau de dénazification, comme l'épuration des publications nazies dans les bibliothèques allemandes, l'interdiction du symbole de la croix gammée, d'autres emblèmes nazis, ainsi que du parti nazi lui-même, et la demande faite aux citoyens allemands de remplir des questionnaires sur leur implication dans le nazisme. D'anciens nazis, y compris des sympathisants civils, ont même été emmenés dans des camps de concentration, sur des charniers, ou forcés de regarder des vidéos montrant les conditions horribles endurées par les prisonniers. Des affiches imprimées montrant des cadavres ont été distribuées à l'été 1945 avec des inscriptions telles que « Ces atrocités, c'est votre faute » ou « Vous êtes coupable de cela ». Une autre raison pour laquelle l'initiative de dénazification a été réduite était la guerre froide imminente, au cours de laquelle les États-Unis ainsi que la Grande-Bretagne pensaient que l'Allemagne de l'Ouest pouvait devenir un allié clé et ne voulaient pas froisser la population. Il paraît que cela a permis à certains anciens membres du parti nazi de continuer à occuper des postes de pouvoir, en particulier en Allemagne de l'Ouest, où le processus de dénazification était fortement impopulaire. Cependant, il était beaucoup plus apprécié en Allemagne de l'Est, où il était considéré comme un élément clé pour aider la société à adopter une perspective plus socialiste et orientée à gauche. Les critiques américains modernes du programme l'ont qualifié de chasse aux sorcières contre-productive et d'échec global. Après la fin de la dénazification, plusieurs lois d'amnistie ont été adoptées, ce qui a concerné plus de 1000 personnes. Ceux qui avaient reçu des peines légères ou moindres, y compris les membres de la SA, de la SS et les membres subalternes du parti nazi, ont finalement été graciés. En conséquence de ces concessions, de nombreux anciens membres du parti nazi sont réintégrés dans le système politique. En 1957, 77% des hauts fonctionnaires du ministère allemand de la Justice étaient tous d'anciens nazis. Cependant, dans l'après-guerre, exprimer un soutien, des sympathies ou des convictions nazies était mal vu. Et ceux qui exprimaient de tels sentiments perdaient leur emploi et étaient mis au banc de la société. De nombreux civils allemands ressentaient un sentiment de culpabilité collective, même s'ils n'avaient pas directement participé à la guerre ou aux nombreuses atrocités des nazis. Pendant plus d'une décennie, Adolf Hitler avait prôné sa rhétorique haineuse et assuré au peuple allemand que le Troisième Reich durerait 1000 ans. Au lieu de cela, il s'est effondré et a disparu en une fraction de ce temps.